Pendant 6 ans, depuis la catastrophe nucléaire, personne n'a pu entrer dans cette maison, ni même s'en approcher. Elle se trouve à 10 km de la centrale de Fukushima. J'ai déjà fait la moitié. Il faut que je gratte encore. Takahashi est homme de ménage. Il nettoie les habitations de ceux qui reviennent peu à peu vivre dans leur village, contaminés par le nuage radioactif en 2011. Il y a des endroits où la radioactivité a vraiment du mal à baisser. Mais bon, il vaut mieux continuer à vivre plutôt que d'être paralysé par la peur. Dans toutes les pièces, des particules font réagir notre compteur Geiger. Il monte à 0,71 microsieverts, la mesure de la radioactivité dans l'air. C'est 5 fois plus que le maximum toléré en France dans des zones habitées. Pourtant, les autorités japonaises ont donné le feu vert à cette grand-mère de 77 ans et à son mari pour rentrer chez eux. Koshiko et Toshio avaient emménagé ici après leur mariage. On n'était pas là pendant si longtemps. La crasse s'est incrustée. Pendant 6 ans, le couple était logé dans un camp pour les évacuer, à 40 km de là. Vous êtes contente de rentrer chez vous, madame? Oui. Je retrouve l'odeur de mes tatamis. Je n'ai pas de mots pour cela. Un désir de retour, plus fort que la peur de la radioactivité. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine pour mesurer la radioactivité. Ah oui? Et elle a combien maintenant? Elle est à 0,92. 0 quoi? Regardez. 0,94. C'est 6 fois plus que la normale. Et dans ces zones-là, c'est comme ça maintenant. Et alors? Pour Koshiko et son mari, c'est la fin d'un cauchemar qui a commencé à 14h45, le 11 mars 2011. Un puissant séisme secoue les côtes japonaises et un tsunami ravage tout sur son passage. Jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres. 18 000 morts, 1 million de maisons détruites. La vague de 15 mètres endommage la centrale nucléaire de Fukushima. 3 des réacteurs explosent. Un nuage radioactif s'en échappe. 110 000 personnes sont évacuées en moins de 24 heures. Dans un périmètre de 20 km, la zone est bouclée et doit être entièrement décontaminée. Des milliers de tonnes de terre radioactive sont stockées dans ces sacs, qui font aujourd'hui encore partie du décor. 6 ans après la catastrophe, les camps installés à 40 km de la centrale vont être démontés, condamnant les derniers 12 000 habitants de ces préfabriqués à retourner vivre dans la zone jusqu'alors interdite. Takahashi, l'homme de ménage, quitte aujourd'hui ce qui devait être un logement provisoire. Il a vécu dans ce 2 pièces de 20 mètres carrés avec sa femme et leur petite fille depuis mars 2011. Je dormais ici avec ma femme. Et ma fille Lynn était là. TEPCO, l'entreprise responsable de la centrale de Fukushima, leur versait aussi une indemnité mensuelle de 2 500 €. Une vie mise entre parenthèses. C'était très long ces 6 années. Je me sentais prisonnier, comme enfermé. Je cherchais quoi faire pour m'en sortir. Et finalement, maintenant que le camp doit fermer, je dois m'en aller. Le déménagement m'a été imposé, mais c'est bien comme cela.
Takahashi va rentrer dans son village, mais seul avec sa fille. Il dit que sa femme n'a pas supporté cette vie d'attente. Elle l'a quitté il y a 4 mois. Lui et son ex-belle-mère, qui habitent dans le même camp, sont depuis sans nouvelles. Ça, c'était Aline. Oui, c'est Aline. Je l'ai retrouvée chez moi. Je le mets avec le reste. Avant le tsunami, la grand-mère vivait avec eux. La famille a explosé. Une situation devenue banale chez les couples d'évacués, à tel point que les Japonais ont donné un nom à ces séparations. Les divorces atomiques. L'accident de la centrale nucléaire a complètement bouleversé notre vie. Mais maintenant, il faut que j'arrête de me plaindre. Une vie nouvelle est devant moi. Je dois avoir le courage de l'affronter, seul, avec ma fille, tous les deux ensemble. Seul un habitant sur 10 a pour l'instant fait comme Takahashi, le choix du retour. Dans l'ancienne zone interdite, rouverte depuis le mois d'avril, des villes encore fantômes, à une dizaine de kilomètres de la centrale de Fukushima. Selon le gouvernement, résider ici ne présente plus aucun risque pour la santé. Pourtant, la radioactivité est toujours élevée. L'ancien logement de Takahashi a été détruit par le séisme. Il vient donc de racheter cette maison, bradée à 30 000 €. Lynn a aujourd'hui 11 ans. Je suis vraiment heureux. C'est génial. La maman est partie, mais le père et sa fille tentent de reprendre leurs habitudes d'avant la catastrophe nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à manger? C'est des fougères. Ces plantes sauvages sont très utilisées dans la cuisine japonaise. Mais ces légumes à feuilles sont connus pour absorber la radioactivité. Goûtez, c'est vraiment bon. Vous les cueillez où? Là, tout autour de la maison. Ma voisine a dit que c'était bon, qu'il n'y a pas de danger, que c'était sans risque. Elle fait la cuisine avec ça. Vivre ici, ça veut dire qu'il faut accepter tout cela. Ce soir-là, la radioactivité autour de la maison de Takahashi atteint près de 2 microsieverts. C'est 13 fois le seuil toléré en France. Un taux potentiellement mortel. Tu es déjà là, toi? Selon les médecins, vivre en permanence avec de tels taux affaiblit les défenses immunitaires et peut provoquer des cancers. Mais Takahashi veut nous prouver que c'est pour Lynn qu'il est retourné vivre près de la centrale nucléaire. Les enfants de Fukushima, quand ils sont ailleurs que chez eux, ils sont discriminés? Sont mis à l'écart? Ils sont persécutés? Qu'est-ce qu'ils te disaient, les autres enfants? Qu'est-ce qu'ils te disaient? Il n'arrêtait pas de me parler de ma radioactivité, tout le temps. Tous les jours. En fait, comme il y a beaucoup de radioactivité ici, les gens de l'extérieur ont peur qu'on en ramène, qu'on leur transmette comme un virus. Aujourd'hui, on a l'impression que Fukushima est devenue une enclave complètement isolée au Japon. Cette enclave mise en quarantaine, toujours radioactive, l'État veut aller jusqu'à la recultiver. Dans le village de Takahashi, une drôle de machine sillonne les champs ce matin-là. C'est un cadeau du gouvernement, un tracteur dernier cri pour replanter les premières graines de riz. Un cadeau de 60 000 € à cet agriculteur.
6 années sont passées. Ça fait beaucoup de temps. Il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. Il n'empêche, cette culture est sous haute surveillance. Un ingénieur de la préfecture contrôle toute l'opération. Du sodium et du calcium censés neutraliser la radioactivité ont été répandus dans le champ. Nous contrôlerons la radioactivité dans le riz dans toute la préfecture de Fukushima. Nous contrôlerons tous les sacs de riz récoltés et nous ne commercialiserons que le riz qui a passé ce contrôle. Il serait interdit en France de cultiver cette terre. La radioactivité y est 5 fois supérieure au seuil maximal autorisé. Mais au Japon, c'est désormais permis. Dans le pays, de rares voix s'élèvent publiquement contre le discours rassurant des autorités. Shinzo Kimura est un scientifique, spécialiste reconnu du nucléaire. Il a commencé sa carrière à Tchernobyl. En 2011, rentrer au pays était pour lui une évidence. Je devais remplir mon rôle de scientifique. Parce que je sais que les autorités veulent toujours cacher des choses. Je suis là pour donner des chiffres exacts et aider les habitants. Avec cet agriculteur du coin, il nous montre sur la route cette borne installée par l'État. Elle affiche déjà un taux de radioactivité élevé. Elle est à 1 mètre du sol. Regardez où ils ont installé le poste de mesure. Ils ont bien nettoyé tout autour. Par contre, quand on mesure aux endroits qui n'ont pas été nettoyés, c'est là qu'on a les vrais chiffres. À 10 mètres à peine de la borne, en effet. À 1 cm du sol, on est à 2 microsieverts. C'est le double de ce qui est affiché sur la borne. Le nuage radioactif s'est propagé au gré des vents, parfois très loin, comme ici, à 150 km de la centrale. Dans cette végétation luxuriante qui continue à pousser, comme si de rien n'était. Les 2 hommes prélèvent les plantes sauvages que les habitants cueillent et consomment. Ces fougères sur le marché, ça se vend plus de 2 € les 200 grammes. La radioactivité est invisible, on ne la voit pas. Quand on mange, il n'y a pas d'effet immédiat. C'est pour cela qu'elle est extrêmement dangereuse. Ces plantes, Shinzo les analyse dans son laboratoire avec ses machines qu'il a ramenées de Tchernobyl. Le maximum pour que l'aliment soit comestible et sans danger est de 100 becquerels. Waouh, 1400. Combien? 1400 becquerels? Le scientifique rend public la plupart de ses analyses. Mais étonnamment, la presse japonaise en fait rarement l'écho. Parmi les 32 000 exilés depuis 6 ans, certains ne pourront jamais rentrer chez eux. Il reste un périmètre interdit de 10 km autour de la centrale. Yoshinobu a accepté de nous y conduire. Il a 54 ans, il est né ici. Ça fait 6 mois que je n'y suis pas allé. Il y a toujours vécu, jusqu'en 2011. Mon ancienne vie me manque. Cet ancien employé d'une usine d'appareils photo a le droit de retourner dans son village 1 fois par mois, d'y amener des proches, mais pas des journalistes. Nous filmons au téléphone portable. La zone est gardée par des employés de TEPCO, la compagnie qui gère la centrale. Il faut mettre les combinaisons de protection. Donnez-moi vos passeports. On est obligé de mettre les combinaisons? Il faut aussi mettre un masque, hein.
Vous pouvez éteindre la caméra, s'il vous plaît? Hein? Ah, ok. Nous n'aurons le droit de rester que 2 heures vêtus de ces armures de papier pour éviter que des particules s'accrochent aux vêtements et aux cheveux. Yoshinobu, lui, refuse de les enfiler. Non, je ne les mets pas. Pourquoi? J'en ai pas besoin. Je suis habitué à la radioactivité maintenant. Okuma était l'une des villes les plus prospères des environs. 11 000 habitants y vivaient avant le tsunami. Ici, c'était la rue commerçante. Il y avait des magasins partout. Il y avait un petit bar, là. Il y avait énormément de passages. Regardez, il y avait une boulangerie ici. Dans cette petite ville, Yoshinobu connaissait tous les commerçants par leur prénom. Ici, par exemple, c'était un ami. Il s'appelait Tamago. C'est chez lui que j'allais chercher mon gaz. Le temps s'est brusquement figé il y a 6 ans à Okuma. Dans l'épicerie, l'horloge est arrêtée à l'heure du tremblement de terre. Les journaux sont toujours ceux du 11 mars 2011. À l'extérieur, la seule trace de vie, ce sont des sangliers. Ils prolifèrent. Des animaux radioactifs descendus des montagnes. Dans les rues, le taux de radioactivité monte jusqu'à 30 fois plus que la normale. Une douche froide pour cette ville qui, dans les années 60, avait tout misé sur l'atome. Le mot était à l'époque synonyme de plein emploi. Il était même devenu un label sur les enseignes des magasins. La librairie de l'atome. S'il n'y avait pas eu cette centrale, cette ville n'aurait pas existé. Sans TEPCO, on n'aurait pas pu vivre aussi bien. Yoshinobu s'était fait construire une grande maison pour lui, sa femme et ses 3 enfants. Le labeur de toute une vie. C'est pénible de voir tout ça. J'ai beaucoup de peine. À l'époque, la plus jeune de ses filles avait 8 ans. Elle a abandonné ses jouets, ses peluches, ses souvenirs d'enfance. L'exil détruit la famille. Le couple se sépare. Un autre divorce atomique. Yoshinobu est aujourd'hui sous antidépresseur. Il ne travaille plus et reçoit 830 € par mois versés par TEPCO. La compagnie nucléaire a aussi indemnisé la perte de sa maison à hauteur de 320 000 €. Il vit désormais à 50 km de là. Dans le jardin, les compteurs Geiger s'affolent. Ils sont au maximum. Faut y aller maintenant, c'est dangereux. Sa maison est condamnée à disparaître. Les autorités prévoient de raser toute la ville pour abaisser la radioactivité. À 3 km, la centrale de Fukushima, elle, est toujours debout. Son démantèlement va s'étaler sur un siècle. C'est la première fois depuis la catastrophe que Yoshinobu revoit les réacteurs qui ont explosé. C'est indescriptible. Je n'ai pas de mots. On nous avait dit qu'il n'y aurait jamais d'accident. Et moi, je les croyais à ce moment-là. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un tsunami puisse causer une telle catastrophe.
Mais le gouvernement et TEPCO ne l'avaient pas prévu non plus. Ils ont fait une erreur. Ils sont responsables. Le procès de l'accident nucléaire s'est ouvert cet été. Seuls 3 dirigeants de la compagnie ont comparu pour négligence. Ils ont plaidé non coupables. Les habitants ne font plus confiance à la justice, ni aux hôpitaux publics. Et c'est souvent vers des médecins bénévoles qu'ils se tournent. Ce jour-là, Yoshinobu et ses 2 filles se rendent dans une salle polyvalente pour un dépistage. Depuis la catastrophe, 184 cas de cancer de la thyroïde ont été recensés chez les moins de 18 ans dans toute la préfecture de Fukushima. C'est 50 fois plus que la moyenne mondiale. Dans 9 cas sur 10, ce cancer n'est pas mortel s'il est détecté rapidement. C'est froid? Oui. Là, c'est la thyroïde, juste à côté de la voie respiratoire. J'ai regardé de haut en bas, de bas en haut, et tout va bien. Terumi, la fille cadette de Yoshinobu, avait 8 ans au moment du tsunami. Elle se plaint d'une boule dans la gorge et son père craint le pire. C'est juste une petite poche d'eau. C'est pas une tumeur cancéreuse, c'est de l'eau. La situation de la famille Watanabe est plus inquiétante. Le père, Norio, a développé un cancer de la thyroïde. C'est bien cicatrisé maintenant. On lui a enlevé cette glande il y a 4 ans. Après l'accident, cet enseignant avait nettoyé les rues de sa ville à la demande du maire. Je suis certain que mon cancer a été provoqué par la radioactivité. Mais je ne peux pas le démontrer. Le problème, c'est mon fils. Juste après la catastrophe, il est allé faire des courses sous la pluie. Et donc je sais que lui aussi a reçu beaucoup de radioactivité. Son fils, Hatsuyuki, a 23 ans. La première fois qu'il s'est fait contrôler en 2013, tout allait bien. Mais là, la médecin remarque une tache préoccupante. C'est de la calcification, ça? Où? Regardez. Là. Ça? Ouais. Non, c'est plus foncé. Ce n'est pas du cartilage. Non, je ne crois pas que ce soit du cartilage. C'est comme un grain de riz. Ça fait 2,2 mm. C'est une tumeur dont la nature cancéreuse devrait être confirmée par des analyses plus poussées. Si ça dépasse 5 mm, là, ça devient très grave. Réveille-toi. Allez, lève-toi. Même si les enfants sont plus sensibles que les adultes aux radiations, Takahashi, l'homme de ménage, ne semble pas s'inquiéter pour sa fille, Lynn. Dépêche-toi, tu vas rater le bus. Lynn est scolarisée dans un collège tout neuf. Bonjour. 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 Il a ouvert il y a 1 mois. Il a coûté 4 millions d'euros. La scolarité y est entièrement gratuite, alors qu'ailleurs, au Japon, elle coûte 1 000 € minimum par an. Des équipements, dernier cri. Et beaucoup de salles vides. Seule une centaine d'élèves est inscrite dans cette école prévue pour 300. Il fera beau peut-être, mais les enfants de Fukushima vivent désormais avec au-dessus de leur tête une épée de Damoclès.